Ça fait un an, j'étais en train de corriger le livre qui est sorti finalement 6 mois avant celui-là. En 2018, j'en ai sorti deux, l'ADN de l'alimentation québécoise. Et j'étais en train de corriger pour ceux qui ont déjà écrit ou même faire n'importe quel dossier. La correction, c'est toujours à rajouter. L'éditeur, l'éditrice vous envoie le stock et puis les correcteurs sont passés dessus. Puis là, il faut relire ce que vous avez fait 6 mois, 9 mois avant. Vous n'avez plus la tête à ça. Alors, il y a toujours une radio, un journal, quelque chose qui roulait. Puis le cannabis, quand on retourne à l'automne 2017, on en parlait énormément parce que un an plus tard, ça allait voir le jour et quelque part, il y avait quelque chose qui se passait. Alors, pendant un moment d'égarement, pendant les corrections, je me suis dit, c'est le cannabis. Moi qui n'ai jamais fumé un joint de ma vie, même pas une cigarette, ça vous donne une idée. Quelque part un peu trop straight, dans la mesure où après 2 verres de vin, il faut que je m'arrête parce que je ne peux pas aller plus loin. Et je me dis, ça va arriver dans la nourriture. C'est toujours la curiosité qui a drainé mon parcours, qui a drainé ma carrière. Donc, cette curiosité m'a emmené assez naturellement à chercher. Alors, la première chose que j'ai fait, je suis allé sur le net. Et là, j'ai vu un gars, je ne sais pas s'il était cuisinier, mais enfin, il faisait de la cuisine. Il avait une poignée de coca entre ses mains. Il frottait ça au-dessus de son pot, sans rire, j'ai vu ça. Au-dessus de son pot, il enfournait ça, puis 1h30 après, il mangeait ça. J'ai dit, ça se peut pas, là, il va taper dans le plafond. Là. Okay, il ne sait même pas ce qu'il a mis, c'est pas le genre de quantité qu'il a mis. J'ai dit, il peut y avoir seulement plus de rigueur. Et certains, dans notre métier, la rigueur, surtout dans une grosse machine comme le Château Frontenac, si tu n'as pas un peu de rigueur, tu passes nulle part. Okay? Donc, c'était quelque chose en moi. Alors, j'ai dit, tiens, et là, je me sentais un peu entraîné là-dedans. Je voulais savoir, je voulais connaître. Et pour connaître, il faut d'abord connaître son sujet. Alors, je me suis entouré par des professeurs, des chercheurs, deux ici, un chimiste, Normand Boyer, qui est bien connu sur les chaînes de Radio-Canada, qui était un chum parce on travaille encore à Radio-Canada ensemble, et qui est chimiste, chercheur, un toxicologue aussi, qui travaille ici, puis 2 chercheurs du côté plutôt pharmaceutique de l'Université de Sherbrooke, et ces 4 personnes m'ont vraiment enseigné tout sur le cannabis. Okay? Ils m'ont dit ce que c'était, et les 30 premières pages, quand les gens me parlent de ce livre, je leur dis, OK, il y a des recettes, mais des recettes quelque part, ce qui est important, c'est vraiment de lire, de regarder les 30 premières pages, parce que il faut savoir comment ça se passe, comment le cannabis réagit et tout ça. Pour moi, c'est important. Parce que quelque part, j'en fais pas l'éloge, j'en fais pas comment dirais-je, la publicité du cannabis. Mais je dis que si vous devez le faire, faisons-le avec rigueur et faisons-le de la bonne manière. C'est ça que je dis. Et bien sûr, pendant tout le processus, ça n'a pas été simple. Les grandes questions sont arrivées. Je me suis dit, t'es sûr que tu veux continuer là-dedans? Et à plusieurs fois, j'ai dit non, j'arrête ça. C'est pas pour moi. Mais à chaque fois, je me disais, oui, mais ça va être légalisé. Il y aura le magasin devant chez moi, puis les gens pourront l'acheter. Okay? Alors, on peut se mettre la tête dans le sable, puis se dire, ça n'existe pas. Ou dire, OK, ça existe, puis si vous l'essayez, faites-le comme ça. Donc, après avoir passé à l'école avec tous ces collaborateurs, je me suis dit, maintenant, il faut essayer. Alors, ma blonde, elle m'a dit, tu vas d'abord fumer ton premier pétard, OK? Alors, j'ai dit, OK, mais il faut que j'en achète. Où on achète ça? Alors, quand j'ai posé la question, tout le monde a rigolé à l'école. Voyons donc, tu peux aller dans n'importe quel cégep, là, tu vas en avoir plein. Okay? J'ai fait ça très rapidement. J'ai dit, oui, je m'imagine, je vais à la porte du cégep en disant, est-ce que tu as du stock? Okay? Bien sûr, je pourrais me mettre une paire de moustaches puis me teindre en blanc, mais quand même. Okay? Et j'ai dit, OK, il y a peut-être d'autres moyens. Il y a un chum qui me dit, j'ai mon fils là, quand fume, il va te donner ça. Okay? Alors le stock est arrivé, j'ai tiré mon premier joint, je faisais que tousser parce que je ne sais pas quoi faire avec la fumée. Moi, un fumeur, c'est normal, ok, il avale ça ou il respire ça, puis il n'a pas de problème. Moi, je toussais, puis ça laissait un goût qui n'était pas terrible en soi. D'ailleurs, on y reviendra sur le goût, c'était un gros travail pour moi. Et puis, ça s'est passé. Puis là, bien sûr, j'avais étudié comment ça se faisait. Je suis passé à la nourriture. Alors, on comprend qu'il existe
dans le cannabis, il y a une centaine de molécules, environ 130, 150, ils ne sont pas tous d'accord là-dedans. Mais les deux principales sont le THC, le tétrahydrocannabinol, qu'on appelle THC, et le deuxième qui est le cannabidiol, qui lui, on l'appelle le CBD. C'est les deux principaux produits qu'on trouve à l'intérieur. Il y en a un qui donne un buzz, on s'entend là-dessus, le THC. Le deuxième est plus cool, il est surtout utilisé dans les thérapies, nombreuses thérapies, comment dirais-je, des maladies ou des choses comme ça. Et vous savez de quoi je parle, il y en a qui secouent la tête, vous savez de quoi je parle. Et donc, c'est sous forme d'huile, généralement, que vous pouvez ingérer, que vous pouvez passer sous la peau, enfin, peu importe. Moi, évidemment, le but, c'était d'aller chercher le THC. Pour sortir le THC du cannabis, c'est lipophile, il faut aller chercher du gras. Le gras dans la cuisine, il y en a partout. De l'huile, du beurre, la graisse de porc. Par la suite, ce que vous faites, et là je simplifie parce que c'est un peu plus long que ça, il y a quand même une procédure, mais vous faites bouillir donc le cannabis avec le gras. J'ai utilisé principalement l'huile et le beurre parce que c'était le plus simple, ok? Alors j'ai pris ma table, c'était moi, je fais des dosages par rapport à moi. Les 2 premières fois, ça a été quelque chose. C'est vraiment quelque chose. J'ai dit, c'est que, je me souviens en plus, j'avais essayé avec la crème, okay? Et la crème, ça réduit. La crème, tu ne peux pas mettre d'eau dedans. Mais j'ai essayé de faire une cuisson longue. Plus tu réduis la crème, plus elle devient consistante. Puis après, tu ne peux pas aller plus loin. Okay? Alors j'avais augmenté les doses et j'avais fait une crème brûlée à je ne sais pas quoi. Enfin, on s'en fout de ce que j'avais mis autrement. Et d'habitude, on s'entend quand vous ingérez le cannabis dans la nourriture, ça prend environ 1h30. Okay? Alors que si vous le fumez, c'est presque immédiat pour ceux qui ont déjà essayé. Ça prend 1h30 environ, puis là encore, ça dépend de l'individu. Okay? Ma blonde, 20 minutes après, elle était partie. Okay? Ça a duré, moi ça a pris un peu plus longtemps, mais ça a duré, je crois, 24 heures. Okay? Et vous avez vu, certains ont déjà expérimenté ça. Moi, c'était nouveau, hein, j'avais jamais rien pris. Et puis tu faisais ça, là, puis le lendemain, même le lendemain soir, là, et c'est là que tu apprends donc à doser tes affaires, puis tu te dis, ok, si je fais bouillir, si je fais cuire, on va dire, 10 grammes de cannabis avec 250 grammes de gras, ça donne tant de volume. Et puis après ça, je portionnais. J'ai longtemps manœuvré entre 5 et 10 grammes pour une recette de 4 personnes. Ça, j'explique tout ça à l'intérieur. Okay? Et pour moi, la dose pour un buzz médium, c'était ça. Okay? Mais je me suis aperçu d'abord que ce qu'on achetait sur le marché, j'avais la chance d'avoir des chercheurs à l'Université Laval. J'envoyais mon stock. Après, j'envoyais le stock qui était cuisiné. Puis, ils me revenaient avec des résultats. Ils me disaient, Jean, là, ce stock-là, là, il n'y avait presque rien dedans comme THC. Et celui-là, là. Et je me disais, pendant tout ce qu'on achète sur le marché noir, c'est ça. Okay? Vous savez, les gens ne savent pas, moi ça a été ma conclusion, ils ne savent pas la concentration, le pourcentage de THC qu'il y a dans le cannabis. Ça a été ma constatation. Je dis, c'est terrible. Il y en a qui ils vont avoir un buzz alors qu'il n'y a rien dedans, et puis d'autres, là, ils en prennent un tout petit peu et puis ils sont partis. Pour ceux qui sont habitués, vous savez de quoi je parle. Moi, c'était nouveau pour moi, vraiment. Okay? Alors évidemment, on a beau me dire, il faut toujours acheter chez le même gars, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai acheté chez le même gars, puis c'était comme ça, ok? Et je pense qu'avec la SQDC maintenant, au moins, il va y avoir des taux de THC qui seront plus uniformes. Du moins, je le souhaite. S'il y en a qui ont déjà acheté chez eux, j'imagine que ça... Moi, j'avais cette chance de pouvoir faire analyser mon cannabis, ce qui est assurément pas le cas pour 99,9% des gens. Les gens, ils fumaient, puis ça s'arrêtait. Après avoir essayé une recette, avoir fait mes dosages sur moi-même, c'est là que c'est devenu intéressant. Ça a duré, on va dire, une fois que j'ai appris toutes mes leçons, que j'ai appris ce que c'était le cannabis, le testing sur moi-même, ça a duré 4, 5, 6 semaines. Là. Et par la suite, ce qui était le plus intéressant maintenant, c'était de mettre ça chez les amis et les voisins principalement.
Ben, les voisins d'abord, puis les amis. Okay. Les voisins, ils étaient plus proches, puis j'ai une maison à Québec, puis j'ai un pied à terre à Baie-Saint-Paul, puis ceux de Québec, ils étaient vraiment willing. Okay. Vraiment willing. À un moment, là, c'était 3 par semaine. Là, okay. Le gars, il n'arrêtait pas. Je dis, j'ai des nouvelles recettes, mais des nouveaux dosages. Demain, t'es correct. Envoie. Sa blonde qui est un peu à Costa, elle me dit, moi, ça sera seulement le samedi et le dimanche. Okay. Et c'est là qu'a été la plus grande constatation pour moi. C'est de voir que finalement, aucune personne ne réagissait pareil. Alors, j'ai fait des tables, et c'est quand je faisais des grandes tables, des 6, 8 personnes, que je me suis rendu compte de ça. J'ai fait beaucoup d'expériences avec ces gens-là, sans qu'ils le sachent réellement. Par exemple, 8 personnes, le même dosage, la même recette, 3, ça leur faisait rien, 3 étaient partis, puis 2, ils ne savaient plus. Okay? Puis tout d'un coup, je me disais, OK, sur une personne, je ne vais pas en mettre. Elle avait un boss. Là, il fallait qu'on m'explique. Dans ma tête, je n'ai jamais dit que j'en avais pas mis. Okay? Elle avait un boss. Okay? À un autre moment, une personne a à peine goûté. L'anxiété est arrivée, la panique est arrivée, puis là, elle ne savait plus où elle était. 2 heures dans les toilettes, je dis, ouais, ben, il ne peut pas y avoir de réaction. C'est seulement psychologique. Là. Ça m'a fait peur. Parce que je me dis, c'est même pas une question de consommer, c'est les gens qui se lancent là-dedans alors qu'ils ne sont pas prêts dans la tête. C'est encore plus puissant que de le consommer. Et c'est là, ce coup-là, j'ai dit j'arrête, là, parce qu'il n'y a aucun contrôle. Peu importe les dosages, il n'y a aucun contrôle. Il faut que tu sois prêt, sinon n'y va pas. C'est le conseil que je pouvais donner. Okay? La même personne, la même recette, on va dire une semaine de différence, avec les mêmes dosages, hein, j'entends bien, là, okay, les mêmes pourcentages, avec des réactions différentes. Un coup, elle était bien, et puis l'autre coup, ça ne faisait rien du tout. Okay. Et je savais ce que je mettais, j'écrivais tout, là, okay, je savais ce que je mettais. Et ça a été vraiment une expérience qui a été vraiment spéciale pour moi, parce que je me suis dit, à vrai dire, j'ai tendance à le comparer à l'alcool sur le temps de réaction. Et, mon chimiste, il me dit, c'est pas de l'alcool pour différentes raisons, parce que les molécules, blablabla. Mais c'est la même chose, comme je disais au début, il y en a qui peuvent prendre 2 bouteilles qui sont correctes, ok, ils sont corrects, ils sont peut-être alcooliques aussi, et puis il y en a qui prennent 2 verres et qui en ont assez après ça. Le cannabis, c'est un peu ça, il faut avant tout se connaître, et c'est le premier message que je dis aujourd'hui. Connaissez-vous d'abord, allez-y doucement, puis après grandissez à l'intérieur de ça. Le goût, après ça, on va aller dans les questions, puis vous me direz ce qui vous intéresse et ce qui est le plus pertinent pour vous, puis je pourrais développer. Okay? Je pourrais vous dire aussi que ce n'est pas tous les éditeurs qui étaient chauds là-dedans. J'avais un éditeur, ce livre-là, c'est le 11e que j'écris. Okay? Depuis 4 livres, je travaillais avec les éditions La Presse avec lesquelles j'étais très très heureux. Et quand j'ai eu l'idée, j'appelle le patron des éditions La Presse et je lui dis, voilà l'idée que j'ai. Il me dit, j'en bouge pas. Il habite Montréal. Il me dit, demain matin, je suis à Québec. Okay? Il était enthousiasmé par l'idée, blablabla. Okay? On se parle pendant 1 heure en prenant un café le lendemain matin. Il me dit, OK, là j'ai un comité, j'ai une réunion demain matin, puis je te reviens dans la journée. Il me revient dans la journée, puis il dit, ma gang autour de moi, il trouve que c'est pas bien de faire ça, il ne faut pas écrire ce livre, il ne faut pas éditer ce livre. Okay? Et j'ai dit, Jean-François, tu sais ce qui va se passer, là. Tu me connais un petit peu, là. Je vais aller au bout de mon truc. Moi, je ne laisse pas un truc en plan, là. Je vais au bout de mes affaires. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'arrêter à un moment, peut-être, mais je vais aller au bout. Après ça, je vais décider. Et effectivement, 4 mois, il me dit, OK, quand tu auras fini, appelle-moi. 4 mois plus tard, je l'ai appelé. J'ai dit, 80%, 75% du livre est terminé, au moins le principal. Après ça, l'éditeur doit dire comment il veut le faire, okay? Combien de pages il veut, quelle grosseur, là, okay? Qu'est-ce qu'on met dedans. Et il dit, OK, viens voir. Finalement, il regarde, il dit, waouh, OK. Il me dit, je pense qu'on n'est pas prêt. Okay? C'était au moment où la presse était en train de se faire vendre, devenir une OSBL, je sentais qu'ils n'étaient pas chauds.
j'appelle un chum qui a été longtemps DG au Journal Le Soleil ici, qui a été aussi boss des éditions La Presse. Puis je lui dis, qu'est-ce que tu as un conseil? Il me dit, Jean, je te rappelle bientôt. Il me rappelle une demi-heure plus tard, puis il me dit, ok, j'ai 4 éditeurs pour toi, là, si tu veux. Okay? Mais il me dit, je te conseille celui-là. C'est comme ça que j'ai rencontré l'éditrice de la maison Flammarion, qui sont d'abord et avant tout une maison de distribution qui vient d'Europe et qui distribuait déjà tous mes bouquins. Alors, j'étais déjà dans la famille, et puis elle avait vraiment, pour moi, la bonne philosophie pour faire ce bouquin. Okay? Et je lui ai dit, la cuisine au cannabis, là, c'est pas comme du basilic. D'ailleurs, le titre, il est resté là. Okay? Pour moi, c'est important, cette phrase, c'est pas comme du basilic. Parce que encore une fois, pour moi, il y avait une question, j'aime pas le mot éducation, mais un message à passer. C'est pas parce que c'est légalisé qu'on ne doit pas faire attention. Okay? Si j'avais à l'écrire, est-ce que je le ferais autrement? Peut-être autrement, peut-être qu'il y aurait des virgules qui auraient changé, mais parce que les choses évoluent très rapidement, évidemment. Mais ce côté conseil serait resté. La dernière chose que je veux parler, je suis avant tout un cuisinier, et pour moi, le goût était primaire. Et pour moi, il faut que ça soit bon. Je ne peux pas faire quelque chose qui ne pouvait pas être bon. Et puis, quand j'ai commencé à faire les recettes, puis que je mettais mon beurre ou mon huile de cannabis dans ma bouffe, je me disais, mais c'est terrible, okay, ça goûte pas bon, ça goûte comme ça sent. Alors, il y en a qui disent, ah, ça sent bon. Je dis, ok, on n'a pas tous les mêmes critères d'odeur. Okay. La première fois que j'ai fait bouillir mon cannabis avec mon gras, là, j'ai fait ça dans la maison. Je ne vous dis pas, là. Ça a duré 2-3 jours, ça a duré une semaine, je le sentais partout, là. J'ai l'impression qu'il était dans mon drap, là, partout, là, ok. Et après, j'ai conseillé de faire ça dans le garage ou dehors, là, mais sur le coup, je ne savais pas. Pour moi, l'odeur était terrible, et le goût, je le retrouvais dans la cuisine. Alors, j'essayais par tous les moyens qu'ont les cuisiniers de couvrir ce goût-là, là, ok, par des acides, c'est pas le mot juste quand on parle de cannabis, mais par des goûts acides, par des sucrés. Le sucré, c'était plus facile, je veux dire. Quand on rentre dans la pâtisserie, c'était plus simple d'atténuer les goûts. Par des amers, par toutes les palettes qu'on a, les épices, les herbes, bien évidemment, les herbes fraîches, j'entends. Okay? Mais là encore, le goût était là. Et j'étais donc à l'université avec m'envoyer dans leur laboratoire de chimie, ça bouillotait un peu partout, et puis là, ils me parlaient de ces molécules. Tu vois, Jean, les molécules, gna gna gna, on a découvert ceci, il faudra découvrir cela. Et puis c'est comme ça que ça. J'ai dit, attends, Normand, là, tu sais ce qui me bug en ce moment-là? C'est le goût. Le goût, là, c'est un vrai désastre. C'est un vrai désastre. Et là, il me dit, attends, il faut que je t'explique. Et là, il a un grand tableau. Un immense tableau. Il prend la crêpe, il part. Ces chercheurs, ils pensent qu'on les suit. Alors, vous savez, quand vous parlez, moi, je ne comprends pas. Je dis, Normand, je ne comprends pas. Explique-moi comme quelqu'un qui est niaiseux, là, ok? Le ABC. Alors, il me fait un grand dessin. Je me recule 10 minutes plus tard, j'ai dit, tu m'as fait une alambic. J'ai dit, tu veux que je dise aux gens qu'il faut une alambic pour faire le maudit huile ou beurre de cannabis. Et puis, alors il m'explique que finalement, en passant la vapeur à l'intérieur d'une herbe, peu importe l'herbe, les premières effluves qui sortent, et c'est ce qu'on utilise pour faire les huiles de tout ce que vous voulez, les huiles de thym, les huiles de n'importe quelle herbe, là, vous passez, les effluves sortent à travers cette vapeur qui est distillée et qui sort en miniature au bout de l'alambic. Okay? Et ces odeurs sont utilisées donc comme ingrédients. Il dit pour le cannabis, c'est la même chose. Et là, je lui dis, j'ai une idée. Je lui dis, on a quelque chose comme ça dans la cuisine. Et puis il me dit quoi? Je lui dis, on a tous une marguerite, au classique. Okay? On va dire, on a tous quelque chose pour faire passer de la vapeur, pas besoin d'être une marguerite. Hein. Si vous êtes en Chine, là, ou en Asie, vous avez des trucs de bambou, là, ça fait la job. Là, okay? Pour faire les dumplings. Pour faire les dumplings, tout à fait. Il me dit, ouais, bah, ça peut être ça. On va le faire, comment ils disent, on va l'inscrire, il y a un mot pour ça. On va le
Breveter, merci. On va le breveter. J'ai dit, tu as vraiment une réaction de chercheur. Tu as besoin de sous après. Je dis, moi, je vais foutre ça dans le bouquin. Puis les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Okay. Alors, j'ai fait des essais avec ma Marguerite. Et je dois dire que je suis arrivé à retirer 70-75% des effluves qui sont âcres, amers, et c'est ça sur lequel je me battais. Peu importe l'odeur. L'odeur, dans la cuisine, ça disparaissait parce qu'il y avait la sauce, il y avait les ingrédients qui disparaissaient, mais au moins ce goût âcre et amer sortait. Par la suite, vous procédez, vous passez ça dans le four pour le faire sécher. Il m'a expliqué qu'il ne faut pas le hacher très très fin, il faut le laisser en gros morceaux, et vous avez juste à sortir ça. Oui, c'est terrible. C'est quoi ces composés-là que vous faites sortir? Le chimiste me disait c'est les premiers effluves. Alors ils ont des mots qui sont longs comme ça, que j'essaie d'apprendre par cœur puis que j'y arrive pas encore, mais ce sont ces premières effluves qui sortent et puis elles sont utilisées. Là, quand vous allez sentir ça un peu plus tard, là, on peut vous les faire passer. Je ne sais pas comment vous les procédez. Hubert, est-ce que tu me permets de... Oui, vous pouvez les passer. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les 9 échantillons, les 9 ont quand même des notes différentes. J'en ai qui sont citronnés avec une touche de bergamote. J'en ai qui sont plus terreux. Elles ont seulement des numéros. Vous pouvez vous les faire passer, vous les connaissez peut-être. Il y en a même qui sont très lavandés si on veut. Le numéro 8, le numéro 9, ouais. le numéro 3. Le numéro 2. Ça, Hubert, qu'on fait passer, c'est juste le procédé de terpènes. Oui, il n'y a aucun cannabinoïde là-dedans. C'est ça, c'est pas les cannabinoïdes. Mais les cannabinoïdes n'ont pas de goût. Non, il n'y a pas de goût. Vous avez juste enlevé le bouchon, puis on le sent. Mais j'en ai des exemples de bouchons. En cuisine, j'ai des bergamotes, des menthes, des choses genre. Alors, pour finir mon histoire, le procédé, je l'ai cultivé et j'ai vraiment eu les goûts qui sont sortis par la suite me plaisaient beaucoup mieux. Et à chaque fois que je faisais goûter quelque chose, pour moi, c'était pas le boss que la personne goûtait allait avoir, c'est est-ce que ça goûte bon. Okay. Alors évidemment, le bouquin, il y a une centaine de recettes, mais vous n'êtes pas obligé que ce soit de mettre le cannabis, ça coûte pas. Puis, à votre réalité, c'est une question qu'on se pose tous. Est-ce que vous avez choisi, par exemple, d'essayer d'extraire ce composé-là parce que est-ce qu'il y a une manière de l'utiliser en cuisine ou c'est complètement trop optimiste, mettons, de vouloir utiliser des terpènes en cuisine puis C'est en train de chauffer. Il a juste enlevé le bouchon puis se sentait tout ça. Okay. La question qu'on m'a posée, est-ce que pour moi, aller chercher les différentes odeurs que vous avez dans chacun des petits tubes là, est-ce que ça pouvait être intéressant? Pour moi, la réponse, elle était non. Mais là encore, j'ai une réaction de cuisinier par rapport à ça. Parce que oui, ça peut se sentir le citron ou la bergamote, ou enfin peu importe l'extrait que vous allez mettre dedans. Mais ça sent et ça goûte avant tout le pot. On est d'accord avec ça. Et moi, je me battais contre ce goût et cette odeur. Maintenant, ceux qui aiment cette odeur et ce goût, assurément, si vous avez un goût de citron là-dedans. Mais Marcette, elle n'était pas conçue. Puis, si c'est un goût de citron, je me dirais, OK, je peux utiliser un fruit de mer ou un poisson, peu importe, OK, je pourrais cuisiner avec ça, mais vous aurez le goût de la, comment dirais-je, du cannabis qui était à l'intérieur, alors que je me battais contre ça. Et c'était une réaction purement de cuisinier, ce que j'ai eu. Et je comprends qu'il y en a qui aiment l'odeur et qui vont aimer le goût. À partir de là, alors, ne passez pas ça dans votre style, là, et puis vous allez l'avoir, hein, soyez assurés. Plus ou moins, ça dépend comment vous allez. Il y a quand même je disais que le sucré atténue beaucoup. Et j'ai remarqué aussi que quand vous travaillez les vinaigrés ou les bonnes réductions d'une bonne sauce bordelaise, là, vous pouviez atténuer les goûts. Alors là encore, okay, les goûts sont dans la nature et je peux comprendre qu'il y en a qui aiment ça, absolument. J'ai répondu à la question? Oui, puis tout à l'heure, j'ai accroché sur un point parce que vous parliez de votre mélange de gras et d'eau. À quoi sert l'eau dans votre mélange de gras et d'eau? Qu'est-ce qu'on fait avec? À cuire, à faire bouillir. Ça, sans eau, vous n'avez pas de cuisson. Pardon? Le gras ici finit par disparaître. Oui, tout à fait. Le gras avec le cannabis, vous n'allez pas loin, là, ok? Ça ressemble un peu à ma crème, là. Le beurre,
il va finir par brunir, il va devenir un beurre noisette, et puis, alléluia, là, ça ne marche pas. Alors que l'eau, qui bien sûr ne se mélange pas avec le gras, peut permettre une cuisson très longue. Et plus vous allez cuire longtemps, plus vous extrayez le maximum de THC qu'il y a dans votre cannabis. Oui. En bain-marie, ça marcherait pas. Alors, le bain-marie, vous n'allez pas tout extraire. Il faut vraiment que ça trempe dans le gras. C'est lipophile. Le THC se dissout. Ça, c'est de la pure chimie. Là. Et il faut vraiment que ça soit à l'intérieur d'un gras pour retirer le THC. Ce qui est vrai aussi pour le CBD. Mais là, moi, je me suis intéressé seulement avec le THC. D'autres questions? À propos de ça, avez-vous expérimenté avec la licétine, c'est-à-dire comme la machine que tout le monde connaît, le Magical Butter, qui est tout inclus pour l'extraction, suggère d'utiliser ça comme émulsifiant? Alors non, je n'ai pas utilisé. À vrai dire, je me suis contenté de rester avec. Mais il y a plusieurs systèmes. J'ai essayé une cuisson sous vide. Mais là encore, j'utilisais des cuissons sous vide pour atténuer le goût. C'était la même histoire, pour atténuer le goût de cannabis. Okay? Mais une fois que vous avez le beurre ou l'huile, le gras de cannabis, vous pouvez procéder à l'intérieur de n'importe quelle recette. Évidemment, si vous avez une sauce, il est préférable de mettre le cannabis, de le délayer à l'intérieur de la sauce. Maintenant, quand vous faites le service, vous ne mettez pas une louche de sauce pour vous, une petite cuillère pour le copain. Okay? Faut y aller équitablement parce que vous allez avoir du fun, le copain pas du tout. Ça c'est clair. Okay? Et il y a une chose qu'il faut respecter là-dedans. Mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je devrais aller dans les différents cannabis qu'on connaît, le sativa, vous connaissez, là, et tous les goûts. Puis je me suis dit, le but, c'était pas ça quelque part. Je suis resté à l'état de cuisinier en me disant, qu'est-ce que je fais avec le cannabis? Mais il y a beaucoup de techniques. Ça a été, moi, la technique que j'ai utilisée. Vous en avez cité une autre. J'ai rencontré des gens. Tout le monde a bouffé des brownies et puis des muffins, puis je voulais pas faire ça. Là. Et pour moi, le cannabis, c'était, je sais pas, ça pouvait être des pétanques, du foie gras, mais ça pouvait être aussi, parce que je me suis rendu compte, après avoir fait, on va dire, tous les ingrédients nobles qui puissent exister, je me suis dit, attends, Soulard, là, le cannabis, oui, ça peut être du foie gras, puis ça peut être un magret de canard, mais peut-être ça peut être aussi de la pizza. Alors, j'ai développé 12-15 recettes. Alors oui, il y a eu la pizza, la poutine, un burger, vous savez, tous les plats plus communs. Grilled cheese, oui, tout à fait, grilled cheese. Il y a une 12-15 plats qui ont été développés, qui sont plus à l'odeur de cannabis, l'odeur dans le sens, ce qu'on peut consommer avec le cannabis. Okay? Et là encore, c'est bien détalé, mais souvenez-vous, peu importe les quantités que vous allez mettre, vous allez avoir des réactions qui sont différentes pour tout le monde, vraiment. Ouais. Avez-vous peur qu'avec la deuxième phase de légalisation, que les gens, le grand public ait accès aux edibles et aux produits comestibles, qu'il y ait une petite, quand vous parliez de crise de panique, je pense que ça risque d'arriver? La panique, elle est avoir peur de consommer quelque chose. Je veux dire qu'avec les nouvelles personnes qui vont acheter, comme normalement en octobre l'année prochaine, oui. Ça va être disponible. Oui. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'ont jamais essayé ça, qui est. Est-ce qu'il va être. Oui, il pourra en avoir. Maintenant, ce que disent les chimistes, c'est que tu ne peux pas avoir une overdose avec le cannabis. Okay? Moi, c'est ce qu'ils disent. Moi, je n'ai jamais essayé, mais c'est ce qu'ils disent. Est-ce que tu peux prendre des habitudes? La réponse est oui. Mais tu ne peux pas péter des plombs. C'est pas de l'héroïne, c'est pas de la cocaïne, c'est ce qu'ils disent. Okay? Et je les crois, ils sont censés ça. Est-ce qu'il y a des chimistes ici? Il y a un chimiste, non? Oui. Est-ce que c'est. Oui, non, c'est vrai que la dose létale est très dure à atteindre. OK. C'est ce que disait Normand. Okay? Il en faudrait des kilos. Tu peux avoir des effets psychologiques, par contre. Oui. Alors, ça, c'est un peu dans le sens de ta question. Est-ce que essayer alors que tu as peur et puis que ça se passe dans ta tête avant, est-ce que ça peut être dérangeant? La réponse est oui. Mais là, c'est seulement psychologique. Mais là, c'est plus psychologique, ça devient psychiatrique. Ouais. La personne a un problème. Puis, après 2 heures dans les toilettes, là, moi j'étais mal. Je suis finalement rentré dans les toilettes. Puis j'étais assis au pied de la bolle, okay, avec elle. Puis à un moment donné, je lui ai dit, OK, il ne s'est rien passé. Il n'a pas pu se passer quelque chose. Okay? Vraiment, là, tu es correct, là. Elle n'a plus du placebo. Puis en 2 minutes, là, elle a été correcte.
En 2 minutes, elle était correcte. Okay? C'était vraiment dans la tête. Alors la réponse, elle est oui. J'ai été visité. C'était une belle grande expérience pour moi. Okay? Il y a Canafigua, Tweed, pour ceux qui connaissent. Apparemment, c'est les plus gros pushers de la planète. C'est ce qu'on m'a dit. Okay? Et j'ai pu constater que je connais pas le nombre, je connais le nombre de pieds carrés qu'ils ont, mais je connais pas les autres. Mais c'est gros. Okay? C'est très gros. Ils ont organisé un autobus début janvier, non, vers le 22 janvier. Un autobus avec des journalistes à l'intérieur. On est parti de Montréal, on a fait 2h30 plein ouest, là, from nowhere, au milieu de l'Ontario, sud de Toronto, est de Toronto, sud de Ottawa. Et après 2h30, 3h, on est arrivé dans cet espace. Ils ont acheté des anciens chocolats Hershey. D'ailleurs, c'est beau parce qu'ils ont conservé tous les gros bols de cuivre. Pour un cuisinier, là, ça m'a accroché. Okay? Alors, la prise d'identité, 3 fois plutôt qu'une, là, je peux vous dire que c'est sévère. Ils ont construit quelque chose d'absolument incroyable. Okay? Alors, d'un côté, il y a tout la nurserie, comme ils l'appellent. Chaque pied, bien sûr, est contrôlé. D'ailleurs, c'est drôle, juste en face de cet espace-là, de cette grande ferme, il y a le poste de police. Okay? Alors, au moins, ils ont des amis qui sont sécures. Là. Mais c'est vraiment très contrôlé. Tout est neuf, tout a été remis à neuf, avec, bien sûr, les artefacts que Hershey leur a laissés. Et ils ont conçu un chocolat qui est vraiment excellent. Moi qui boit pas beaucoup, qui fume pas, mais qui bouffe du chocolat, vous ne pouvez pas imaginer. Ok, invitez-moi pour du chocolat, je vais arriver. Et du chocolat qui est vraiment très bon, qui a gagné des prix, qui peut avoir gagné des prix. Et bien sûr, vous venez de comprendre qu'ils vont mélanger le fameux cannabis avec le chocolat. Okay? Ça peut être que bon. Okay? Et ils viennent, je lisais les journaux dernièrement, passer une entente, ou c'est en train de signer une entente avec Couche-Tard. Vous venez d'imaginer la patente là en Amérique du Nord, là, ça va être big. Alors, ils sont cotés en bourse, je ne vous dis pas, là. Tu vois que les millions, ils arrivent à coup de chariot, là. Ils n'ont pas de défi de ce côté-là. Et oui, ça va arriver. Les gens, ils vont se mettre à doser. Il y en a qui vont pouvoir prendre la tablette. Il y en a qui vont prendre même pas un petit morceau de chocolat, puis qui vont partir, assurément. Et quelque part, est-ce que c'est le danger? Moi, je répète, là, l'humain est ainsi fait. On a tous des tocs, ok? Il y en a que c'est de jouer, ok? Leur paye sur des chevaux, sur le loto. Et on a parlé de l'alcool. On a tous des tocs. Il y en a que c'est de rester des journées en train de pitonner sur leur ordinateur à jouer à des jeux. Enfin, peu importe. C'est le genre de toc qu'il faudra faire attention parce que tous les tocs que l'humain peut s'approprier si vous en abusez, peuvent être plus que dérangeants, peuvent être inquiétants. Mais ça, je ne vous apprends pas ça. Oui? J'ai 2 questions qui vont rentrer sur la première qui a un peu rapport avec le sujet. Avec la légalisation, en fait, le marché qu'on s'attend qu'il y ait le plus d'augmentation de consommateurs, c'est les 55 ans et plus. Moi, sans porter préjudice, peut-être votre génération. Oui, c'est magnifique. Est-ce que, là, vous avez parlé justement de la consommation au souper et compagnie, est-ce que vous voyez tranquillement, pas vite, un peu le cannabis prendre la place, un peu de la coupe de vin au souper, par exemple? C'est dans le sens que beaucoup vont utiliser la coupe de vin un peu plus comme lubrifiant social que comme purement pour le goût, parce que pour les gens ne savent pas vraiment déguster le vin non plus. Est-ce que vous voyez tranquillement pas vite le cannabis commencer à prendre une certaine place par rapport à ça dans les soirées entre amis mondaines de façon plus fréquente? Ce que j'ai pu constater, là, je me promène dans tous les salons du livre, là, et j'ai jamais resté aussi longtemps dans les salons du livre. Il y en a eu des discussions. Le but, c'est pas de vendre de bouquins. Quelque part, le but, c'est d'avoir écrit un bouquin. Après, le reste, c'est... Mais, ok, d'abord la tranche d'âge. Et certains, ceux qui sont les plus ouverts, c'est au-dessus de 50 ans, eux, ils sont cool. Ceux qui sont moins réceptifs, ceux qui ont des enfants, et ça, puis ça, là, je l'écris en rouge, là, ok. Tout pendant que le cerveau n'est pas entièrement développé. Puis les médecins, j'ai voulu un médecin, un docteur spécialiste là, dans le cannabis, thérapeute ou psychiatre, enfin peu importe. À l'intérieur de mon bouquin, j'en ai rencontré 8. Il y en a qui m'ont balancé des rinces là, solides en me disant pourquoi tu écris ça. Okay? Et
ils sont unanimes là-dessus. Tout pendant que le cerveau n'est pas développé, l'enfant, le jeune adulte, ne doit pas toucher à ça. On s'entend que Cégep Garneau ou Cégep Sainte-Foy, qui sont juste à côté, là, ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, là, tu les vois aller, tu dis ouf, ok, c'est pas terrible. Okay. Alors oui, la tranche d'âge est quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça va remplacer une coupe de vin? Il y a une chose que je crois. Il y a, à mon avis, il y a deux catégories. Il y a ceux qui se disent, ils ont un couple d'amis, samedi soir on essaie. Okay? On regarde comment faire du beurre, okay? On en fait pour une coupe de recettes, et puis on va voir ce que ça donne, puis on va rigoler. Okay? Et puis ça va passer. Puis il y a ceux qui aiment le goût, qui aiment le feeling, qui sont plus habitués, qui ont essayé le muffins, et puis qui ont essayé le brownies ou que sais-je, puis qui, sur une base régulière, vont essayer ça plus régulièrement. Mais il y a une chose que je crois, par exemple, et ça, c'est les chercheurs de l'Université de Sherbrooke. Je pense que les recherches sont vraiment basiques, du moins c'est ce qu'ils disent. Ils n'ont pas pu faire beaucoup de recherches. Pourquoi ils n'ont pas pu faire beaucoup de recherches? Parce que la légalisation, ils n'étaient pas là. Les pharmacies, donc, vous ne pouvez pas se lancer dans des recherches et décortiquer les 140 molécules que peut donner, que contient le cannabis. Parce que certaines de ces molécules, et ça a été déjà prouvé à travers les huiles, entre autres, avec le CBD particulièrement, peuvent atténuer certaines maladies, peuvent les résoudre complètement, non, mais permettent à la personne qui est prise avec certaines maladies, puis les maladies, il y en a pas mal, hein. Ça part du Parkinson à l'épilepsie, en passant par l'arthrite ou que sais-je. Et là, on s'adresse à des personnes, j'allais dire un peu plus vieux, oui, peut-être. Mais il y en a qui sont poignés avec ça, qui sont un peu plus jeunes, et qui peuvent atténuer certaines maladies. Du moins, ça, je le crois. Et je pense que les pharmacies, en ce moment, ils sont vraiment en train de plonger là-dedans. Les recherches sont immenses. Et puis, s'il y a quelque chose, certains d'entre vous le savent peut-être, il y en a qui sont dans ce marché-là, qui sont présentés tout à l'heure et qui sont dans ce marché-là, n'est-ce pas? Et ça, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour moi. Et si ça peut aider les gens prises avec une maladie à atténuer les souffrances, par exemple, est-ce que ça peut diminuer tous les médicaments ou certains médicaments? Et certains, les médicaments, plus t'en prends, plus le corps se déglingue parce qu'on n'est pas prêt à bouffer les médicaments. Est-ce que ça peut atténuer, ça peut aider à remplacer les médicaments? Je ne dirais pas ça, je ne suis pas un spécialiste. Okay? Mais il y a des exemples et j'ai écouté une ou deux émissions qui venaient entre des États-Unis, qui venaient principalement des États-Unis, où les essais ont été faits et on voit même des très jeunes qui sont pris avec des maladies psychotiques ou que sais-je, qui vraiment ressortent de ça. S'il y a quelque chose de bon qui peut sortir sur la légalisation du cannabis, ça pourrait être ça et au moins ça pourra faire avancer. Du moins, c'est mon humble opinion. Si on se projette dans un avenir de 15, 20, 30, 40 ans, si on fait le parallèle avec la pollution de l'alcool, est-ce que vous voyez dans un avenir, probablement qu'on ne vivra peut-être pas, une place par exemple en restauration, voire en haute gastronomie, où les gens vont commencer à apprécier un peu comme on apprécie le bon vin dans les repas? Ben, je vais vous présenter quelqu'un qui a déjà commencé ça. Il est installé sur la rue Saint-Jean. Rappelle-moi le nom de... Samuel, c'est le restaurant Saint-Similien. Alors c'est Samuel et il est installé sur la rue Saint-Jean. Et puis on s'est rencontrés lors d'une conférence sur la rue Saint-Jean, justement à la librairie Fontoul. Est-ce qu'il y en aura de plus en plus? Ben oui, il est certain que le marché est tout neuf, il est tout à faire. Okay? On produit beaucoup de cannabis et puis, vous l'avez dit, le 17 octobre 2019, on pourra le trouver dans la nourriture. On ne sait pas encore sous quelle forme, là, mais, et sur quelle quantité. Et moi, je vous trouve très courageux, vraiment. On m'a demandé de faire des repas avec du cannabis, puis moi je dis non, ok, à cause de mes expériences que j'ai vécues. Puis moi, le but, c'est pas de faire de la cuisine avec du cannabis. Pour moi, ça a été une expérience. Je suis déjà sur le 12e bouquin, puis je suis ailleurs. Okay? D'emprunter des chemins qui n'ont pas été défrichés, ça c'est un grand cadeau pour moi.
Et ça en était un. Puis, mais ça, je trouve ça très courageux de le faire. Parce que finalement, encore une fois, je reviens à la même chose. Peu importe les dosages que tu fais. Alors oui, on pourrait calibrer fort, moyen, comme le piment. Okay? Doux, moins doux, puis mettre des numéros. Ça peut être une solution. Faut-il encore se connaître? Faut-il encore savoir la réaction? Oui. Mais il y a aussi un élément que vous aviez mentionné la première fois, c'est que si on utilise un cannabis hybride qui est élevé en THC, mais aussi en CBD, l'effet du CBD va venir contrecarrer l'effet du THC. Ça, c'est très vrai. Puis, tu sais, quand on parlait de Malbuzz tantôt, ça, c'est vraiment important, là. Quitte à utiliser un pot élevé en THC puis un autre élevé en CBD, puis quand tu fais les deux beurres, tu mélanges ça dans ta recette, puis le CBD vient vraiment contrecarrer l'effet du THC. Puis ça, quand tu expliques ça à la personne, ça la rassure aussi. Puis, tu sais, nous autres, à notre restaurant, ce qu'on peut faire aussi, c'est offrir de le servir soit à l'entrée ou au dessert. Si c'est ta première fois, je vais te suggérer de le prendre au dessert pour que ton buzz commence à la maison. Quand tu es rentré chez vous avec le monde avec qui tu es en confiance. Tandis que si ça fait quelques fois que moi je te vois et que tu me dis, hey, j'aimerais ça avoir une plus grosse dose dans l'entrée, mais si je vois que tu as bien réagi les autres fois, là, je vais y aller. Donc, on se lance vraiment pas là-dedans les yeux fermés. On va faire signer des décharges aux clients qui nous déchargent de toute responsabilité s'il arrive quelque chose. Parce qu'on sait qu'on n'est pas à l'abri de ça. N'importe qui peut se péter dans la trip après avoir mangé du cannabis. Fait que nous, il faut se protéger. Ça répond à la question? J'en aurais une autre, mais je vais laisser les autres parler. Oui. Moi, j'ai vraiment hâte de voir, c'est quand on va voir un restaurant qui va dire, toi, si tu manges ce burger-là, tu vas être plus calme. Toi, si tu prends le deuxième burger, ben là, tu vas être buzzé. Ou bien si tu prends le troisième burger, ben là, tu vas avoir bu Red Bull. Là, vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Certains d'entre vous ont peut-être vécu ça. Okay? On mange un brownies. Une demi-heure après, il n'y a pas d'effet. On en mange un deuxième, voire un troisième. Là, t'es parti. Là, t'es vraiment parti. Encore une fois, parce qu'on nous dit que ça prend une heure et demie avant que le buzz arrive. Okay? Et ce côté-là, il faut être prudent. Mais il y a aussi une autre réponse. Je veux dire, ton hamburger, il peut y avoir seulement du CBD là-dedans. Tu vas être juste un peu mou, mais tu n'auras pas de buzz. On est d'accord avec ça. Puis il a raison quand vous dites que si vous rassemblez le THC et le CBD à des proportions que vous contrôlez, qui peuvent être égales, ou le CBD plus haut, vous allez réagir plus mollement. Mais on dira surtout au client, connaissez-vous. Si le client dit, moi je connais ça, puis je sais qu'avec cette dose-là, la dose numéro 5, je suis au top. Et il a raison aussi, j'ai fait beaucoup d'expériences en mettant le cannabis sur l'entrée. Okay? Comme ça, 1h30, 2 heures après, les amis ils étaient encore chez moi. Okay? Puis allez, j'avais encore des lits pour les coucher. Okay? Ben, les voisins, ce n'était pas un problème. Okay? C'est la porte à côté. Mais c'est vrai que tu peux aussi éparpiller les doses sur tous les plats. Okay? Ça c'est une autre solution. Non, c'était juste pour voir en fait avec monsieur, parce que on parle de cuisine, mais la majorité des LP, les producteurs licenciés, ils ne font pas ça avec le cannabis. Sativa indica, c'est l'huile de cannabis court. Oui, tout à fait. Et ça vient tout ôter ce qu'on parle. Oui, mais l'huile à part d'une sorte de cannabis. Ouais. Non, Tu choisis ton strain de cannabis. Non, tu fais l'huile. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Ça dépend. Excuse-moi, La vraie réponse, c'est ça dépend. Ça dépend. Ouais, Il y a des producteurs qui font pas toute la chose. Il y a des choses Moi, dans mon restaurant, je pourrais aller l'acheter à SQDC, maintenant, puis faire mon propre beurre. ça, c'est illégal. Moi, non, on ne serait pas là-dessus, là, mais tu sais, il y a un. Mais il n'y a pas de THC dans ce que tu achètes à la SQDC. Oui, tu achètes. Oui, tu peux aussi. Ça fait que j'aille. Peut-être. Le mieux facile, c'est avec de l'huile qui a un pourcentage de THC et qui n'a pas d'hybride sativa. C'est l'huile de concentré de cannabis, distillée dans le fond. OK. Oui, mademoiselle. Ça va bien? Ça va bien. Oui, merci. Si je comprends bien, la crème glacée, ça absorbe les arômes. Puis si ça c'est le cas, est-ce qu'il y a une technique pour souffler l'arôme du cannabis dans la crème glacée pour que tu puisses le goûter sans avoir l'effet comme de THC? Avez-vous expérimenté avec ça? Avec ce que vous avez senti dans le tout, c'est des huiles essentielles, vous pouvez rajouter à n'importe quel produit, il n'y a pas de cannabis dans ça. Oui, mais il faut le souffler pour que ça absorbe l'arôme. Si Tu vous voulez ne dire peux par pas nécessairement le mettre dans ta crème. Oui, vous pouvez le prendre directement et le mettre dans un repas ou peu importe. Oui, mais ça, c'est Ça va-tu se différent. mélanger?
C'est ça la différence. Ouais, Si c'est- tu le mets en huile, dans ta crème, dans ta. C'est de l'huile essentielle, il faut comme 2-3 gouttes, puis vous allez voir, c'est vraiment puissant. Vous pouvez demander à Ouais, monsieur mais ici là, qui dans ce cas-là, tu vas avoir l'effet du CBD ou Non, non, du mais il n'y a THC. pas de THC. Vous aurez seulement le goût. C'est que des Je terpènes. comprends. Juste les goûts. Juste le goût. Dans ce cas-ci, vous avez seulement le goût. Le moyen d'extraire juste le goût. Comme n'importe quelle huile de n'importe quelle herbe. Il n'y a pas de THC ni CBD à l'intérieur, ça tout à fait. C'est un peu comme l'histoire de l'alambic. Vous extrayez l'huile, il n'y a pas de CBD, pas de THC au bout de votre alambic. C'est ça. C'est ça que vous avez fait. Ou boire dans ce cas-là, c'est des clients, mais oui, c'est la même chose. C'est ça. On a bien répondu. Moi, j'ai une autre question. Il a plein de questions, lui. Hein. Ouais, non, mais je m'éloigne un peu, en fait. Non, mais je m'éloigne un peu du sujet du cannabis ici, puis je retourne un peu sur le sujet du goût, en fait. Un des plus proches parents du cannabis dans le famille cannabacé, c'est le houblon. Des exemples de cuisine avec le houblon, parce que, tu sais, on le voit beaucoup dans la bière, justement, si on veut aller chercher les effluves de l'IPA, les effluves de l'amertume, c'est le genre de, dans ce cas-là, on cherche ce goût-là. Est-ce que il y a une cuisine qui existe avec le houblon? Je vais avouer, je ne l'ai jamais vu. La réponse, elle est oui. Moi, j'ai déjà fait des essais avec ça. Et j'ai jamais trouvé que c'est comme avec n'importe quoi, avec le tabac, avec des choses qu'on est habitué à boire autrement. Mais il y a des goûts que le commun des mortels n'est pas habitué à boire. On est habitué à des goûts sucrés. On est d'accord avec ça. Les goûts de gras, on est confortable avec ça. Et quand c'est gras, là, que ça dégouline, là, les nachos, là, avec les spiribles, là, ok, moi je dirais le foie gras, mais bon, chacun son truc. On est bien avec le gras. Les amers, les gens ont de la difficulté avec les amers. Okay? Quand ça devient trop amer, là, on est moins confortable avec ça, ok? Parce que le palais demande plus d'habitude, comme on demande. Et quand tu rentres dans ces goûts-là, je pense au tabac, mais quand tu passes sur les houblons et tous les amers qui puissent exister, c'est plus complexe. Alors la réponse, oui, ça se fait, mais c'est pas vendeur. Quand tu as un restaurant, tu peux en parler. Quand tu as un restaurant, tu te dis, je sais que je vais mettre ça, là. Les gens en vendent deux. Je n'en vends presque pas, je vais rester collé avec. Okay? On est d'accord avec ça. On a 4 bières au chanvre, dans le fond. On a 4 bières au cannabis aussi à notre restaurant. Puis, dans le fond, c'est des IPA. Puis, c'est le amer du chanvre qui vient donner le amer à la bière. C'est la brasserie Saint-Roch qui font ça. Puis, eux, ils n'ont plus le droit d'en vendre à cause que les étiquettes ont une feuille de cannabis. Ils ont enlevé une vague là. Mais nous, vu qu'on la passe en fût, il n'y a pas les étiquettes. Fait qu'on peut la vendre. Oui, la Mais mer. après, ensuite, les turkeys, Ouais, ça coûte vraiment. C'est quand tu prends une gorgée, ça Et toi, vous avez l'air d'avoir une belle histoire avec le cannabis. Vous avez fait beaucoup d'essais. Non, c'est pas. on va dire que je suis un curieux. Vous êtes un curieux. On va dire ça. On va s'entendre alors. On va dire ça. Ouais, moi, je pourrais parler de cuisine. Est-ce que vous voulez parler de votre histoire de chanvre? Parce qu'on s'est rencontrés, pouvez-vous vous présenter? Oui, alors je suis Lucille Tourneau, j'ai fondé Canolio. Venez avec nous, parce qu'il en a plein dans le micro. Donc, mon nom est Lucille Tourneau, j'ai fondé Canolio, c'est une entreprise de chanvre en 1999. Donc, je suis la première femme à avoir cultivé du chanvre en Amérique du Nord. On a vraiment initié tout ça, là, surtout au Québec. Là. Donc, on faisait du chanvre bio, on parle de bière au chanvre. J'étais mon ancien, le premier producteur de bière au chanvre. Et éventuellement, en 2005 environ, j'ai revendu. Donc, je vendais partout, au métro, là, on vendait partout. J'avais un entrepôt à Vancouver, aux États-Unis, à Marseille, tout allait bien. Puis là, j'ai vendu parce que ça devenait comme trop simple. Ça compliqué. Puis on s'est rencontrés, M. Soulard, parce que vous étiez venu dans mon champ. Oui, j'animais, j'ai eu mon émission pendant 7 ans, Cuisiner avec Jean Soulard, puis on avait toujours ce qu'on appelle un topo de 5-7 minutes à l'extérieur de la cuisine. Et on sortait à travers la province, et pour moi, le but, c'était de découvrir des producteurs et des gens qui faisaient des choses différentes. Alors, avec le chanvre, c'était différent, parce qu'on était dans les années 2000 et quelques, début des années 2000, là. Et c'est là qu'on s'est croisés pour la première fois. On s'est pas revus depuis. Okay? Et puis là, avec le cannabis, j'ai un nouveau projet qui colle vraiment avec le M. Soulard puis l'alimentation. C'est de faire une plateforme style Airbnb, un marketplace, où les gens
Simone de Shawinigan, elle voudrait manger quelque chose au cannabis, mais elle ne sait pas trop comment cuisiner ça, faire du beurre de cannabis, je n'ai pas expliqué. Elle ne saura pas comment faire. Alors, elle va aller sur la plateforme, puis elle va dire, moi, je suis à Shawinigan, le 8 septembre, ben, ça va être après octobre, le 8 novembre, je voudrais inviter mes amis, on va être 4, puis on veut un chef. Donc, on va coder ça, les chefs vont s'inscrire sur la plateforme, puis il va y avoir 4 chefs, par exemple. Elle va choisir son chef selon les menus que le chef offre. Ça va donner une belle vitrine pour les chefs québécois au Québec et ailleurs, parce que ça va être hors canadien, peut-être même dans certains États des États-Unis. Donc, on travaille là-dessus, puis la plateforme, ben, on va faire en ligne au mois d'octobre, parce qu'avant, on ne peut pas. Et puis, je trouve ça très bien l'engouement qu'il y a, puis l'intérêt qu'il y a à partir de toutes les générations. C'est pas que les gens de 20 ans. Non. Non. L'acheter, non, moi, présentement, non, j'ai pas besoin parce que la plateforme, c'est le chef. Moi, je mets en relation le chef puis le consommateur. Donc, le chef va avoir son menu. Puis, selon les lois territoriales, il va procéder d'une façon différente. Par exemple, je réponds à ta question. Oui, mais c'est parce que moi, je suis bien sceptique à l'idée qu'ils vont permettre à n'importe qui, mettons, de cuisiner du cannabis. À mon avis, ça va être comme la SQDC qui vont produire leur propre edibles. Puis là, ils vont vendre ça. Là, après, moi, c'est mon opinion. S'il y en a qui ont des questions juridiques sur ces questions-là, vous pouvez aller voir mon associé Maxime ou moi. On va jaser après, inquiétez-vous pas. Mais il y a bien des questions juridiques. Vous avez d'autres réponses à ça? Sûrement. En fait, les gens peuvent l'utiliser par eux-mêmes. Ils vont pouvoir l'acheter illégalement en magasin, mais ils ne peuvent pas le vendre. C'est ça, exact. Ils ne pourront pas vendre. Ils peuvent utiliser un chef qui est capable de cuisiner, puis avoir un chef à la maison. Puis ça, ils vont avoir le problème. Moi, je ne connais pas les règlements. Donc, c'est ça le projet. Il y a des avocats ici. C'est bonne chance. Il y a des avocats. C'est quoi? C'est quoi? Ben, c'est ça. C'est dans le fond, de manière à pouvoir produire ou vendre du cannabis, puis on peut parler de transformer aussi, parce que dans le fond, la cuisine, c'est de la transformation alimentaire de cannabis, ça va demander une licence. Donc, vous avez une licence de transformation alimentaire, par exemple. Mais une fois que vous avez votre licence de transformation alimentaire, évidemment, ça ne se pas en vigueur encore. La proposition proposée, elle vient d'être déposée, puis les consultations sont terminées le 20 février, de manière à pouvoir, après ça, vendre aux consommateurs le cannabis que vous avez fait. Au Québec, vous allez pouvoir vendre sur le marché récréatif seulement en passant par la SQDC et sur le marché médical, à ce moment-là, en ayant cherché une licence de vente médicale selon les canaux de vente qui sont permis par Santé Canada. Donc, c'est très... disons que les avenues de distribution sont assez précises, limitées, prévues par les lois. Mais on pourra en parler, je ne veux pas détourner le sujet parce que là, on a la chance d'avoir un titulaire. Justement, je voulais vous amener, il y a des questions qui ont tourné autour de ça, puis l'intervention à Lucie aussi, elle tourne un petit peu autour de ça. On voit qu'il y a comme un futur qui se dessine au niveau de la cuisine avec le cannabis. Vous l'avez présenté un petit peu comme une science, un petit peu comme un art aussi culinaire avec des dimensions de complexité supplémentaires. Puis on sait aussi, on a parlé de vin, on a fait beaucoup d'analogies avec le vin et la cuisine. Il y a un art culinaire, il y a un art avec le vin aussi. Une façon de recevoir. Si je vous reçois un souper moindrement sophistiqué avec du vin, je vais faire un accord. Et il y a certaines vaisselles qui sont utilisées, il y a des codes sociaux autour de ça. Si vous aviez à vous projeter dans votre boule de cristal, dire, mettons, comment la culture, l'espace social va se modifier autour de la cuisine au cannabis, autour du cannabis, qu'est-ce que vous imaginez quand vous pensez à cette question-là? Je pense que ça va prendre du temps. C'est pas dans notre culture le cannabis. Okay? Ça a été toujours, je vais dire longtemps, toujours, on est un des premiers. Là, si on enlève le pays d'Amérique du Sud, on est les deuxièmes. Là. Tous les Occidentaux, ils nous regardent avec des jumelles en disant qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les Canadiens. Okay? Ils se mettent dans une drôle de galère. Soit dit en passant que je pense que la solution de la légaliser, pour moi, c'est mieux que ça soit dans les mains du monde criminalisé. Okay? Vous ne savez même pas ce que vous achetez. Au moins, là, vous pouvez contrôler, au moins savoir ou aider les gens qui sont pris aussi avec ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Si je me projette dans l'avenir, donc on est
On est dans. Moi, je pense que ça va être un peu. Ça va être comme le vin. Il y aura des gens qui vont aimer ça, et ça va être spécialisé. Il y en a, moi, j'aime pas le goût, mais il y en a qui vont aimer le goût. Il y en a qui vont aimer les odeurs. Et puis, il y aura une évolution qui va se faire. Les goûts ont évolué à travers les décennies avant, avec les siècles, surtout avec les produits. Les produits. Projetez-vous il y a 25 ans. Et ça, c'est un bon exemple. Il n'y avait pas d'huile d'olive dans les cuisines de votre mère et de votre grand-mère. Il n'y avait pas de vinaigre balsamique, ok? Soyez assurés de ça. Et puis vous aviez, il y a 20 ans, il y avait 3 fromages. Un cheddar blanc, un cheddar jaune, puis un cheddar de couleur, ok? Oui, il y avait le petit Québec et puis le moine qui faisait du Oka, ok? C'était ça. Les nouveaux produits sont apparus et ils sont maintenant au milieu de votre cuisine. Là, j'ai nommé 2-3 produits, mais moi, ce pays m'a attiré en me disant il y a quelque chose à faire. J'étais tanné de toutes les semaines d'envoyer ma commande en Europe, puis qu'elle arrive parce que je n'arrivais pas à trouver certains poissons, certains crustacés, alors qu'on a la mer à côté, parfois même certains légumes, le magret de canard, le foie gras, oubliez ça, ok? Et j'ai importé ça et je me disais, ça se peut pas là, oui, il fait fret là, mais on peut faire quelque chose quand même, ok? On est en 2019, aujourd'hui c'est fabuleux, les pas qu'on a fait. Et puis on est au Québec vraiment un endroit où on aime manger, où la table est le lieu de rassemblement, où on aime être ça, la famille est autour de la table. Beaucoup moins du côté du rock, du reste du Canada. Assurément, c'est cette culture qui fait. Est-ce que c'est parce qu'on a du centre français, là, de l'autre bord, là, sans doute. Pour nous, le plaisir passe à travers ça. Je suis en train de vous raconter qu'en 20-25 ans, on a développé des nouveaux goûts. Maintenant, on achète de l'ail noir. Okay? Maintenant, on a les produits voyage. On est habitué à goûter des goûts mexicains, des goûts chinois, japonais, les sushis. Quand j'ai vu ça sortir, j'ai travaillé pas mal d'années du côté asiatique. Okay? Après l'Europe, je suis allé en Asie. Et puis, je devais partir en Australie. Je suis arrivé au Canada, puis je n'ai pas quitté. Mais j'ai travaillé pendant un moment à Tokyo. J'ai appris les sushis avec les Japonais. Quand j'ai vu les sushis ici, j'ai dit, mais ils sont fous de bouffer ça, ok? Ça se peut pas, ok? J'ai dit, ça va tomber. Non, ça va pas tomber, ok? Ça a même évolué. Oui, au bout du québécois, au bout du nord-américain, mais ça a évolué. Je pourrais vous citer des listes de produits qu'on consomme aujourd'hui. On ne mangeait pas de mouton, ok? Pas d'agneau, ça goûtait le mouton, ok? Aujourd'hui, on a de l'agneau du Québec, et ainsi de suite. On a des produits qui sont excellents. Alors, à la question, est-ce que le cannabis va arriver dans le goût? Moi, je crois que oui. Le goût, c'est quelque chose qui se développe. J'aime beaucoup donner des cours à des enfants. Okay? Je leur dis toujours, vous êtes des éponges. Si vous n'avez pas bouffé cette cochonnerie, ok, à la maison ou chez McDo, votre goût, il est parfait. Vous allez évoluer. Et je leur fais goûter des herbes, pas du cannabis. Du basilic, des estragon, de la ciboulette, pas les autres. Okay? Et puis je leur fais goûte. Alors il y en a qui font des grimaces. Je fais ça mais avec mes petits-enfants, c'est adorable. Okay? Et puis goûte. Si tu n'as pas goûté, là, ne dis pas que c'est pas bon. Là. Goûte. Okay? Et ils goûtent. Puis, et pas manger de canard. Zoé, elle a 6 ans, Zoé, ma petite fille. Goûte le canard. Dis pas que c'est pas bon. Goûte. Alors là, elle goûte. Ah ouais, ça c'est très bien. Tu pourras dire à tes amis que tu as mangé du canard, ok? Et donc les goûts évoluent. Je parle des enfants. Si un jour tu commences à donner un goût d'amertume, par exemple, je parlais d'amertume, ou le âcre qu'on trouve parfois dans la bière, les goûts se développent et la réponse elle est oui. Pourquoi pas dans 20, 30 ans, peut-être moins. Je n'ai pas ma boule de cristal que ces goûts-là vont évoluer. On ne vous fait pas des bleus il y a 20 ans. On fait de la grimace dessus, ok? Les fromages au lait cru, là, oublie ça, là. La mapac, là, il venait, il raflait tout, là, ok? Il a fallu un gars, un jour, qui apporte le fromage au Parlement du Canada. Il leur dit, goûtez mon fromage au lait cru, je vous assure, vous n'allez pas mourir, ok? Les Européens, ils en bouffent depuis toujours, ok? Et là, finalement, on a accepté les fromages au lait cru, on accepte des goûts qui sont forts, qui sont différents. Alors la réponse, elle est oui. Un jour ou l'autre,
cette amertume qu'on combat, peut-être parce qu'on n'est pas habitué à ça. Un jour, ça pourra arriver sans trop de problème sur nos assiettes, je le crois, parce que tout évolue et les goûts, entre autres. Sur le plan de Les bières de microbrasserie, c'est mieux réglable. Tout à fait. Et c'est un bon exemple. On achetait je ne veux pas nommer de nom, mais les bottes de ce monde-là, okay, c'est l'eau ou presque, je peux me permettre de dire ça. Okay, et aujourd'hui, tu as les microbrasseries, là, mais ils ont compris, ok. D'ailleurs, ils se font racheter par ces grosses compagnies, là, parce qu'il y a un business à faire là-dedans. Et ces bières-là, il faut y être habitué. Il y a quelques buveurs de bière ici, j'imagine. Il y en a un, On s'habitue à l'amertume. et l'amertume, elle est dans le houblon, elle est très forte. Et puis moi, je pense que oui, ça arrivera dans. Et il y a quelqu'un qui mentionnait le vin, tu as mentionné le vin. C'est la même chose. On a des vins qu'on n'était pas habitué à boire. Et bien, c'est le coup, on le découvre. On ne buvait pas tant de vin que ça il y a 20-30 ans. Là, okay. On buvait du fort. Les jeans, ben, ils reviennent à la mode maintenant, ou les scotch ou que sais-je. Okay. Mais le vin est devenu une consommation sociale et on peut faire les différences. Et puis, on est les plus gros consommateurs par capita au Québec pour le vin, en Amérique du Nord, et je comprends, on a ce feeling du vin. Alors la réponse, elle est oui. Et sur le plan de l'effet psychotrope, je ne veux pas trop prendre de temps parce qu'on va garder un petit peu de temps pour d'autres questions, mais au niveau de l'effet psychotrope, parce que le vin, on ne se cache pas non plus qu'il y a un côté aussi, comme il y a l'alcool dans le vin, mais au niveau du cannabis, c'est quand même assez différent l'effet que ça peut donner à une soirée. Là. Ouais. Vous avez parlé un petit peu des gens qui ont des réactions d'effet placebo jusqu'à un certain point. Ça m'a fait tellement rire. Il y a une initiation à faire, il y a un contexte à chaque fois. Est-ce que, par exemple, si vous aviez à être dans un établissement de haute gastronomie, ce serait quoi, par exemple, le contexte qu'il faudrait donner au service pour qu'on puisse servir du cannabis dans un établissement comme celui-là et que les clients, par exemple, aient une bonne expérience? Il faut un endroit clos, à mon avis, dans la haute gastronomie, comme un restaurant. C'est un endroit qui est dans des grosses machines, évidemment. Il faudrait des endroits plus limités. Connaître la clientèle, que les clients se connaissent aussi. Et puis, y aller doucement. C'est drôle que je répète toujours ces mêmes mots-là parce qu'il faut se connaître. Le vin, aujourd'hui, on sait combien on vaut dans le vin. On est d'accord avec ça. On sait que vous prenez 3 bières, vous êtes correct. 10, vous m'avez dit? Moi, un 330 millilitres, Marine Ken, là, ou alors la petite bière, c'est correct. Okay. Mais on connaît notre dose. On connaît nos doses pour avoir, on va dire, un feeling. Puis aussi, ne pas prendre la voiture. On connaît tout ça. Okay. On prend la voiture si on a un chauffeur. On connaît ça. Je pense qu'on arrivera à un moment à se connaître, mais je pense que dans la restauration, ça restera des endroits comme ton restaurant, qui seront des endroits bien précis, où les gens vont se connaître. Et c'est bien que tu me disais tout à l'heure qu'on les laisse regarder, on ne leur ouvre pas la porte, c'est eux qui vont la pousser, ok, on les bouscule pas. Et puis, oui, il y a des gens qui reviennent parce que, ok, ils commencent à trouver leur dose. Imaginez, le vin, ça a pris, on faisait du vin au temps des Grecs, bien avant les Romains, alors ça fait plus de 2000, 3000 ans, là, on s'entend-tu, puis je suis sûr que l'homme de Cro-Magnon avait dû trouver quelque chose avant là. On a aussi trouvé, avant le cannabis, il y a eu des drogues, ok, la drogue, les drogues, les herbes, toutes les herbes peuvent vous donner, et ça c'est le chimiste qui parle, c'est pas moi, peuvent vous donner des doses, comment dirais-je, des vapes là, qui peuvent vous faire flotter. Okay, c'est pas nouveau qu'on soigne avec les plantes. Le cannabis en est une. Et de ce côté-là, oui, ça a toujours existé. Mais dans le cadre d'une consommation comme on la conçoit en 2019, il est certain que les pas, pour la majorité des gens, vont se faire petit à petit. Et est-ce que ça va devenir courant? Moi, je pense que ça me faisait rigoler quand je voyais dans les journaux, avant que la légalisation arrive, que tous les trottoirs, tous les parcs, ça me fait rigoler. Je fais mon jogging presque tous les jours sur les plaines d'Abraham. Okay. Ils ont toujours fumé sur les plaines d'Abraham. Ça me fait rigoler. La police, là,
Ils sont en voiture, je comprends qu'ils ne les voient pas, ok? Ils sont en bas, là, derrière le fourré, là, ok? À tirer leurs joints, ok? Puis là, on va tout interdire. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, ok? Il y a des législations qui me font un peu rigoler. En ce moment, toutes les villes sont en train de se pacter, ok? Alors la ville qui décide de faire ça, puis l'autre qui décide de faire ça, je veux dire, c'est un capharnaüm, ok? Je dis pas qu'il ne faut pas légiférer, mais quelque part, là, il y a encore des jeunes là, qui fument pas loin de chez moi, là, dans mon calme, là. Sur les plaines, il y en a toujours, je les ai toujours vus. Je vois même souvent les mêmes faces, là, ok? Puis ils sont entre gangs, ils vieillissent, tu les vois plus, il y a notre jeune gang qui arrive, ok? Puis c'est la vie, c'est la vie. Il y aura une évolution et c'est nouveau, alors on se pose plein de questions. Et des questions qui sont drôles, assurément. Et là, je suis vraiment un néophyte. Hein. Moi, il me reste encore d'huile de cannabis, du beurre de cannabis. J'ai fini le bouquin, puis c'est encore là, ok? Ok, n'est pas tous à la maison. Je vais en remarquer, là. Mais il me reste encore quelques trucs, là. Je ne sais pas quoi faire avec ça, là, mais assurément, et puis, encore une fois, nous avons, l'humain est ainsi fait, on cherche des raisons, des fois, pourquoi on est là, blablabla, et puis, des fois, pour s'évader, ça peut être ça, oui, je peux comprendre. J'ai répondu ou j'ai dévié un peu? C'est impossible de répondre exactement à une question comme celle-là. Pendant votre temps d'études, votre coup de cœur puis la pire équation à faire avec du cannabis en cuisine? Mon coup de cœur dans une recette ou ouais. dans le mélange parfait. Ah, j'aime les crustacés et les poissons. J'aime les crustacés et les poissons. Mais ça, je suis né sur le bord de la mer, ok, dans l'ouest de la France. Et alors, je suis plus sensible à ça. Mais ça a été aussi le plus difficile, quelque part, parce que le poisson est plus délicat. C'est pas comme quand tu travailles une viande de bois qui est plus costaud. On est d'accord avec ça, ok? Et alors, il fallait trouver des nuances, ok? Mais comme j'atténuais les goûts de cannabis, encore une fois, c'est par rapport à mes propres goûts, pour moi, c'était quelque chose de plus complexe. Bon, je sais pas, j'ai fait des classiques, mais j'en ai fait moins. Il y a des recettes Pardon, la bisque? Ouais, la bisque de homard. Bien, ça, c'est moule, pain de basse et clémentine grillée. Okay? Ça, c'est complètement inusité. Oui, il y a une pizza dans le bouquin, mais je ne sais pas comment j'ai pensé cette recette-là. Okay? Mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce que j'ai mis mon huile de cannabis, c'est de l'huile, oui. C'est de l'huile de cannabis dans la clémentine, qui finalement a une acidité. Okay? Alors, l'huile, elle est là et j'asperge le reste de mes ingrédients avec la clémentine en question. Alors ça, c'était une grosse recherche. Okay? Je ne sais pas ce que j'étais en train de niaiser. J'avais des clémentines. Puis je dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme ça que ça se passe souvent. Okay? Quoi d'autre? Mais là encore, j'arrive avec truite à la purée de petits pois avec une... ça, c'est aussi intéressant, mais c'est plus facile. La roquette, il y a de l'amertume dans la roquette. Okay? Alors, ça a été sympathique aussi. Oui, les soupes, tu en parlais il y a un instant. Je l'ai foutu à la méthode. Certains d'entre vous connaissent Bocuse. Ouais. Alors, il a fait cette soupe pour un président de la République qui était Giscard d'Estaing. Quand ils l'ont honoré, quand ils lui ont mis une médaille, et il a fait le consommé Valéry Giscard d'Estaing, et il a fait la soupe, et il a mis une pâte feuilletée sur sa soupe. Et tous les ingrédients, toutes les effluves restaient, parce qu'il y avait de la truffe, évidemment, okay? Il y avait de la truffe là-dedans, et toutes les effluves, les goûts restaient bloqués comme une cuisson à l'étouffée, si vous voulez. Là. Alors, ça, c'est autre chose. Et la bisque de homard demande quand même un peu de piment, un peu de force, de solide. Le homard, tu fais quelque chose de très concentré. Plus tu réduis, plus les goûts sont concentrés. Avec le beurre ou l'huile de cannabis dedans, ça faisait quelque chose d'intéressant. J'en ai donné 2-3. Mais il y a aussi une crème brûlée. Le dessert, je disais que le sucré, c'est plus simple. Parce que le sucré, tu as fait cette expérience-là aussi? Avec des truffes au chocolat. Ah, par exemple. Le chocolat, ça fait bien.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Le chocolat, ça, c'est vraiment facile avec le cannabis. Ça c'est clair. Un Saint-Bagnon, c'est facile aussi. Là. Une crème brûlée standard, là, peu importe, là, que tu peux mettre de l'alcool ou non, ça fonctionne. Mais après, c'est juste les... Il y a une chose que je voulais ici. C'est drôle, j'ai pas mentionné ça aussi, mais avec mon... elle est un peu sexy, celle-là. Avec mon éditrice, j'ai dit, je veux conscientiser que les gens, là, pendant le livre, quand ils vont ouvrir le livre, qu'ils se souviennent que c'est pas du basilic, ok? Et j'ai dit, j'aimerais y mettre de l'humour. J'ai toujours pensé, à travers les grosses équipes que j'ai pu avoir autour de moi pendant toute ma carrière, que l'humour était souvent la bonne façon de passer le message. Tu peux lui foutre un coup de pied au cul, comme faisait un vieux chef quand j'avais 15 ans, 16 ans, puis il me fout un coup de poing, et ici ça marcherait pas, ok, l'autre bord ça marchait, ok, et puis te faire insulter ou lui lancer une joke, et puis lui dire, pas lui dire c'est pas de la marde, là, ok, lui dire ça pourrait peut-être meilleur, ok, et on va regarder comment ça peut être meilleur. Alors j'ai dit l'humour peut passer, en faisant une joke avec ça. Alors on a eu un illustrateur qui a vraiment trouvé le moyen de transmettre ça. Alors, il a fait son dessin, et puis il y a toujours un message. Dans ce cas-ci, le cannabis peut affecter la coordination des mouvements et altérer l'équilibre. Alors, le tourbillon japonais, le tourniquet japonais ne marcherait pas dans ce cas-ci, ok? Et il peut aussi ralentir le temps de réaction, vous voyez ce que je veux dire, et entraîner la somnolence, ce qui est terrible quand il est dans l'action comme ça. Okay? Et donc, il y en a plusieurs comme ça. Et la consommation de cannabis peut modifier la perception du temps et de l'espace et provoquer la désorientation. Cet effet peut causer beaucoup d'anxiété. À vrai dire, je voulais pas qu'on fasse peur, mais je voulais que les gens sachent que c'était ça pareil. Okay? Et il n'y avait pas un côté éducation là-dedans. Il y avait le résultat de... C'est bien drôle. Et ça dit la consommation du cannabis pourrait entraîner une diminution de la mémoire à court et à moyen terme, okay? Juste à en perdre la tête et afficher sa tête. Il y en a tout le long du livre. Pour moi, c'était une façon de revenir sur finalement un peu comme l'alcool, okay? T'en prends une bouteille, il peut t'arriver ça, okay? Alors tu peux te coucher mais tu vas dormir, okay? Puis la pauvre gentille fille, elle va rester sur sa faim, si je puis m'exprimer comme ça. Mais passons sur autre chose. Je ne sais pas s'il y avait quelques dernières questions. En fait, je pense que Ah oui, je veux lancer un livre. Celui qui va l'attraper, ça va faire. Vous pouvez sortir. Je ne sais pas comment faire parce que là, vous êtes une bonne gang. T'as une solution? T'as le nom de ces gens? On aurait dû coller des papiers. Non, C'est pas tendance à la OK. Non, c'était pas de moi. Je vais mettre un numéro dans ma tête, OK? Et c'est toujours le même numéro parce qu'il y a une raison bien simple à ça, OK? Alors, je vais aller comme ça. Celui qui trouve le numéro que j'ai là, il est de 1 à 30, OK? Vous êtes à peu près une trentaine. Ça marche? C'est pas juste. 17. 20. 28. 9. 27. 24. 5. 12. Souvenez-vous de tous les numéros. 22. 9. 7. 3. 23. 28. 22. 25. 16. 29. 2. 21. OK, on commence maintenant. De 1 à 20, OK? Comment? De 1 à 20. 8. 4. Combien vous avez dit? 18. J'ai une fille unique, elle est née le 18. Ah, peut-être que c'était 12 sur 12. Ah oui, bien sûr. Ah! Donc, merci beaucoup. Ça a été un plaisir.